Ce soir, nous avons la chance d'avoir un panel très prestigieux qui a pour thème transformation digitale de l'administration publique, bien entendu l'administration centrale et au niveau des communes également, co-création de e-services entre les secteurs publics et privés. Ce panel sera modéré par M. Salim Gadje, qui est conseiller technique politique en digitalisation à la GIZ. Et il sera accompagné de 3 personnes. Et la particularité de ce panel, c'est qu'il y a une keynote qui sera introductive à ce panel-là. Et je vais laisser le modérateur introduire cette keynote. Il faut noter qu'il sera accompagné de M. Yanos Arotevi, qui est chef de projet à l'ASIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Il sera également accompagné de M. Olivier Tobossi, qui est le responsable des services d'information à la mairie de Cotonou, et enfin de Mme Christiane Ronsou, qui est responsable commercial à FEDAPI. Sans plus tarder, sous vos ovations, s'il vous plaît, je vais vous demander d'accueillir M. Salim Gadje, de me rejoindre sur ce podium pour installer son panel ou introduire la keynote. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très bien. Nous sommes là justement aujourd'hui pour parler de transformation digitale de l'administration publique, centrale et au niveau des collectivités locales. Nous le savons tous, depuis 2016, le gouvernement a fait de la transformation digitale de l'administration publique une de ses priorités. Et les résultats se sont fait justement sentir. Après quelques années, il y a eu la construction du data center national qui permet de gérer un certain nombre de flux de données au niveau national et aussi au niveau international. Et il y a également le lancement du portail national des services publics qui justement permet disons, aux citoyens d'avoir un certain nombre de services, notamment la possibilité aujourd'hui qui est donnée de payer les factures d'électricité, les factures d'eau en ligne. Aujourd'hui, le gouvernement souhaite ou envisage accélérer cette transformation digitale et en mettant un focus sur la transformation digitale des administrations des collectivités locales. La question qui se pose de plus en plus est quel est le rôle aujourd'hui du secteur privé dans toute cette transformation digitale? Hier, lors du panel relatif aux startups dans l'économie numérique, certains intervenants ou participants parlaient justement d'une certaine concurrence entre le secteur public et le secteur privé lié justement au développement des e-services. Aujourd'hui, nous allons aborder ces questions et le Centre de transformation digitale mis en œuvre par la GIZ et tous les acteurs du secteur du numérique aujourd'hui souhaitent ou envisagent aborder toutes ces questions de coopération entre le secteur privé et le secteur public. Alors, je vais justement laisser la parole à un acteur quand même que vous connaissez tous, FEDAPI, qui justement intervient dans tout ce qui a rapport au paiement en ligne des e-services, qui partagera justement avec nous son expérience en termes de partenariat avec le secteur public. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Mme Christiane Ronsou à faire sa présentation. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel enthousiasme que nous avons accepté l'invitation de participer à la Semaine du numérique qui devient de plus en plus un événement important dans l'écosystème numérique au Bénin. Aujourd'hui, je représente le directeur général de FEDAPI, M. Boris Koumoundji, pour vous parler et vous partager notre expérience avec le secteur public dans la dématérialisation des services publics au Bénin. Je suis Christiane Ronsou, responsable communication à FEDAPI. Alors, FEDAPI, qu'est-ce que c'est? C'est une fintech ouest-africaine spécialisée dans le paiement électronique et l'inclusion financière. Nous sommes créés, elle a été créée en 2018, et nous mettons en œuvre des solutions innovantes visant à améliorer et représenter le secteur financier africain. La robustesse, la sécurité
Et la résilience de nos systèmes nous permet un routage efficient des transactions mobile money et cartes bancaires à travers une passerelle unique, et ce, à échelle continentale. C'est donc tout naturellement, dans cette nouvelle ère de digitalisation des paiements, que la plupart des organisations publiques et privées s'offrent nos services. Notre mission reste la même depuis 4 ans, c'est d'aider les Africains à payer et se faire payer, peu importe leur moyen de paiement. Et notre vision, c'est de créer un système interopérant entre tous les systèmes de paiement existants, mobile money, carte bancaire et mobile banking. Nous souhaitons devenir un acteur sous-régional majeur de l'inclusion financière, travaillant en étroite collaboration avec les institutions financières, les projets de gouvernement, les sociétés privées d'envergure, les commerces PME, les grandes entreprises et enfin les organes de régulation et de contrôle. Alors, quelles sont les solutions que nous offrons? En premier lieu, nous avons FEDAPay, qui est l'agrégateur de paiement en ligne, qui permet de fédérer différents moyens de paiement comme les mobile money et les cartes bancaires. Et nous sommes présents dans 7 différents pays, dont vous pouvez intégrer FEDAPay si vous êtes au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, au Mali et en Guinée-Conakry. Nous avons aussi notre application que nous avons lancée tout récemment, MyFEDA, qui permet d'émettre des cartes virtuelles. Donc, c'est disponible sur le Play Store, que je vous invite à aller télécharger gratuitement. La version iOS sera très bientôt disponible également. Nous avons utilisé aussi la technologie USSD pour créer des solutions et apporter des solutions réelles aux besoins des usagers en faisant attention à la réalité qui existe. En parlant de coopération FEDAPay du secteur public, rappelons que le gouvernement béninois, dans le PAG 2021-2026, a mis en place un certain nombre de réformes dans plusieurs domaines, plus particulièrement dans le renforcement de la démocratie, l'état de droit et de la bonne gouvernance. Au nombre de ces réformes, il poursuit la dématérialisation des services publics entamée depuis 2016. Par dématérialisation, on entend la digitalisation des processus publics, la délivrance de certains documents publics, la digitalisation et la sécurité des documents délivrés, et enfin la simplification de la collecte des recettes. Mais concrètement, comment FEDAPay a coopéré dans la dématérialisation des services publics? Plus concrètement, dans cette coopération, FEDAPay facilite l'encaissement des paiements via notre plateforme de paiement en ligne. En effet, FEDAPay dispose des moyens de paiement comme le mobile money du Bénin et de 6 autres pays, mais également des cartes bancaires. Les usagers de ces services, pour schématiser, les usagers des services d'électricité, par exemple, peuvent directement payer leurs factures sur la plateforme e-service en utilisant notre plateforme de paiement. Nous assurons ensuite les reversements et les suivis vers les comptes auprès des institutions financières, y compris le Trésor public. Alors, comme impact de la coopération FEDAPay et secteur public, nous notons une meilleure inclusion financière, la rapidité et la délivrance des services publics et le meilleur suivi des recettes. FEDAPay, en quelques chiffres, c'est 8 milliards de francs CFA de volume de transactions. C'est 10 millions de transactions approuvées par an. C'est une couverture sur plus de 7 pays. Bientôt, nous allons nous lancer au Burkina Faso, au Gabon et au Cameroun. Alors, n'hésitez pas à visiter nos locaux à Cotonou. Nous sommes situés en face de l'église catholique Saint-Rita de Cotonou. Vous pouvez nous écrire par mail ou via WhatsApp. Et nous vous invitons également à nous suivre à travers nos divers canaux digitaux. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons sans plus tarder démarrer le panel. Madame Christiane, vous voudrez bien vous asseoir. Je souhaiterais inviter Yanos Adotevi, chef de projet à la CIN, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui. Et Monsieur Olivier Tobossi,
en qualité de responsable des services d'information à la mairie de Cotonou. Merci. Très bien. Merci à tous, merci chers panélistes d'être là avec nous aujourd'hui pour parler de numérique et de digitalisation. Nous allons entrer dans le vif du sujet tout de suite. Et ma première question justement va vers Lassine. Dites-nous, Monsieur Adotevi, la digitalisation, la transformation digitale, quel est l'état des lieux aujourd'hui de cette transformation de l'administration publique? Merci, merci à tous. Alors, l'état des lieux aujourd'hui, je dirais que en termes de digitalisation, au Bénin, nous sommes dans une phase d'accélération. Nous sommes dans une phase d'accélération. Nous avons mis en place différents socles de base. Donc, je vais citer le portail national des services publics qui a été mis en production en 2020. Aujourd'hui, sur le portail, c'est plus de 1000 services digitalisés. On a plus d'une centaine de e-services qui peuvent être consommés directement en ligne. En termes de socle, nous avons la plateforme d'interopérabilité qui nous permet de faire des échanges de données sécurisés. Nous avons des référentiels mis en place tels que le référentiel des personnes physiques, le référentiel des personnes morales, le référentiel de l'immatriculation et plein d'autres référentiels qui nous permettent de rendre des services de plus en plus intelligents. Donc oui, on est dans une phase d'accélération aujourd'hui où on veut développer encore plus de services publics. Très bien, merci. Et nous avons justement vu une publication de l'EGD récemment qui a justement publié, disons, un chiffre par rapport au score du Bénin, l'évolution depuis, je vais dire, depuis 2022 ou depuis 2020. Vous pouvez justement nous parler un peu de ça aussi? Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce rapport montre clairement en fait, l'évolution depuis 2020 du Bénin en termes de digitalisation des services publics. Nous avons encore des points d'amélioration, notamment au niveau des formations, des agents de l'administration, au niveau de l'accompagnement des citoyens à la consommation des services publics, etc. Mais effectivement, nous avons fait une belle avancée depuis 2020 en termes de digitalisation au Bénin. Très bien. Je pense que le public aussi l'a remarqué. Alors, ma prochaine question justement va vers M. Olivier, où j'aimerais justement savoir, où le public aussi aimerait savoir, quel est l'état des lieux aujourd'hui de la transformation digitale dans les collectivités locales? Merci beaucoup, monsieur. L'état des lieux de la transformation digitale dans les communes, aujourd'hui, nous pouvons dire, est obsolète. Pour aller loin, je vais dire la collectivité locale au Bénin, après les réformes, est composée de 3 niveaux. Nous avons les communes ordinaires, les communes intermédiaires et les communes à statut particulier, dont la commune de Cotonou, où j'officie en tant que directeur des systèmes d'information. Je viens de faire 100 jours à la commune de Cotonou. Après 100 jours, je pourrais vous dire aujourd'hui, suite aux différents documents que j'ai lus, que rien n'est fait, mais beaucoup reste encore à faire dans la transformation digitale. Si je pouvais vous dire qu'à part Cotonou, Porto-Novo, le personnel, les communes ne disposent même pas de personnel IT. Dans ces communes, nous n'avons pas, à part quelques ordinateurs, nous n'avons même pas une salle serveur. Si, à part Cotonou, où nous avons un réseau local obsolète, que nous devons optimiser, mais nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées et en cours de réalisation depuis 2009. Très bien. En cours de réalisation depuis 2009, nous espérons... 2019. Depuis 2019, très bien. Nous espérons que l'accélération se fera aussi. Je vais poser une question à Madame Christiane. Quel est le rôle aujourd'hui, ou disons, qu'est-ce que FEDAPE aujourd'hui a déjà fait au niveau des collectivités locales en termes de transformation digitale? Ok, merci Monsieur Salim. Notons déjà que c'est grâce à la dématérialisation des services publics, notamment
la mise en place de la plateforme e-service de l'ANIP, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous sommes un acteur majeur de l'inclusion financière dans les collectivités locales. Parce qu'aujourd'hui, un utilisateur lambda, depuis son village, peut commander son acte de naissance sécurisé directement en ligne en payant par mobile money, qui est devenu très utilisé actuellement par la population locale. Donc, je me rappelle qu'en 2021, l'année dernière, nous avons été élus dans le top 50. FEDAP a été élu dans le top 50 par l'initiative inclusive FinTech 50 en tant qu'acteur majeur de l'inclusion financière. En Afrique oui, ou en dans Afrique. Le monde? Je crois que ça doit être en Afrique. Okay. Donc, c'est une récompense et puis nous sommes fiers de ça. Et je pense que c'est grâce à la dématérialisation des services publics du gouvernement qui a fait que, justement, nous pouvons nous taguer de dire que nous sommes vraiment acteurs majeurs de l'inclusion financière dans les collectivités locales. D'accord. Alors, j'aimerais justement aborder la question des e-services réellement. Un e-service, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Comment il se conçoit? Qui dit justement qu'il y a un e-service à dématérialiser? Je pense que tout le monde aimerait justement savoir comment ça se passe dans la cuisine interne. Allô? Alors, il y a plusieurs questions que vous posez. Donc, la première, c'est comment est-ce qu'on cible un service à dématérialiser? Et la deuxième, c'est le processus de dématérialisation d'un service. Donc, la première question, comment est-ce qu'on cible? On a fait des demandes au niveau des ministères sectoriels sur leurs priorités de services à dématérialiser. Donc, sur la base de cette priorité-là, on dématérialise en fait les services qu'ils jugent, selon leur métier, être prioritaires pour eux. Ensuite, on a un aspect politique, on a un aspect contextuel qui fait que pendant la Covid-19, par exemple, on a accéléré sur la dématérialisation des passeports parce que c'était une question importante de ne pas laisser les gens venir faire des line-up. On a cette composante politique qui vient nous donner des priorités en fait sur certains services à dématérialiser. Donc on a plusieurs sources, on a plusieurs inputs, on a les ministères qui font la proposition et on a également cet aspect politique et cet aspect contextuel qui fait que on choisit les services à dématérialiser, qui sont validés bien sûr par le ministère du numérique et de la digitalisation. Et peut-être je me pose la question aussi, à quel moment intervient le citoyen? C'est-à-dire que, est-ce que dans ce processus d'identification, le citoyen est intégré? Alors, le citoyen est intégré forcément parce qu'on regarde également le nombre de demandes qui sont faites sur ces services-là. Donc, forcément, si c'est un service qui est très demandé, qui est très consommé, forcément, c'est un service qui est prioritaire pour les citoyens. Donc, le citoyen est pris au niveau de cette composante-là dans la priorisation des services. D'accord, merci. Alors, Monsieur Olivier, oui, vous avez, disons, un peu peint l'état des lieux de la transformation digitale au niveau des collectivités locales. Et je comprends qu'il y a un grand chantier à faire. Est-ce que vous estimez justement que la description faite par M. Ado-Tévi, justement, est une approche que la mairie de Cotonou pourrait adopter pour identifier un e-service et le dématérialiser? Oui, je vois que c'est une belle approche parce que la mairie de Cotonou, je vais dire que c'est une chance pour la mairie de Cotonou. Avant de devenir officiel à la mairie de Cotonou, nous étions aussi au niveau central. Donc nous avons déjà exploité cette approche que nous allons maintenant réutiliser au niveau de la mairie de Cotonou, mais à plus associer le citoyen et à voir l'impact que ça va faire sur le citoyen. Aujourd'hui, à la mairie de Cotonou, nous pouvons dire aussi qu'il y a des e-services qui existent. Nous avons les permis de construire que vous pouvez faire en ligne, de bout en bout. Il resterait seulement la délivrance, la fin, c'est-à-dire la délivrance automatique de ce document imprimé, sécurisé en ligne. Vous pouvez aussi payer, comme l'a dit Madame de FEDAPI, faire les différents e-services de ANIP aussi et venir récupérer vos différentes pièces à la mairie de Cotonou.
Donc, je vois que cette approche, nous devons l'adopter au niveau de la mairie de Cotonou et au niveau de toutes les mairies aussi, mais en mettant plus l'accent à la participation de toutes les parties prenantes et aussi les citoyens. Très bien. Mais quel est le rôle oui, vous avez parlé de FEDAPay, mais au-delà de FEDAPay, quel est le rôle que vous estimez que le secteur privé devrait jouer dans cette transformation digitale? Le secteur privé est bienvenu pour nous, hein, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du secteur privé dans beaucoup de nos initiatives, projets. Le secteur privé devait accompagner les mairies et surtout les mairies ordinaires, à statut ordinaire, où les ressources sont moins à ce niveau. Le secteur privé pouvait, ensemble avec eux, définir un projet. Je prends un cas simple, la mise en place d'une plateforme de collecte de la gestion de toutes les prestations communales, ce que nous on a déjà grâce à un partenaire privé aussi à la mairie de Cotonou, que dès mon arrivée, je pense que nous devons l'optimiser. Et cette plateforme, nous pouvons la mettre en place au niveau de la commune de Kolekramé. Au lieu de les jours de marché, aller dans le marché, déranger nos citoyens de ce marché, nous pouvons toutefois, grâce à cette plateforme, payer les redevances du marché directement en ligne, en utilisant soit, comme l'a dit FEDAPay, et Momo, ainsi de suite. Très bien, merci. Alors, je me pose la question aussi, Assine, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire justement de la coopération entre le secteur privé et le secteur public par rapport à tout ce qui a été déjà fait en termes de digitalisation? Allô? Oui. OK. Alors, je dirais que la coopération entre le secteur privé et le secteur public dans la mise en place des différents socles que j'ai cités tout à l'heure, dont le portail national des services publics, est très importante. Pour exemple, le portail national des services publics a été développé par une compagnie estonienne en partenariat avec une entreprise béninoise qui est OpenSI, donc qui a travaillé avec les Estoniens sur la mise en place de ce socle de base. Donc, coopérer avec le secteur privé, c'est une composante importante en fait dans les projets qu'on met en place. Aujourd'hui, nous avons mis les socles en place et nous voulons maintenant donner la main au secteur privé avec un kit de développement qui va leur permettre aujourd'hui de développer des e-services suivant le modèle mis en place par le gouvernement. Ce kit de développement existe déjà. Il y a des entreprises qui travaillent déjà avec ce kit de développement et qui ont déjà dématérialisé certains services publics, par exemple pour le compte du ministère du Travail et de la fonction publique. Ok, parlons un peu de ça, du kit de dématérialisation. Il sert à quoi? Comment on l'utilise? Est-ce que ça veut dire que moi, Salim, profane du secteur du digital, je peux utiliser ce kit pour développer des e-services? Alors aujourd'hui, le kit de développement des e-services permet à, je dirais, un développeur, en tout cas quelqu'un qui s'y connaît, un minimum techniquement, de développer en fait des e-services suivant le modèle en fait qui a été mis en place. Par exemple, vous allez sur le portail national des services, vous voyez les e-services ont été développés suivant une certaine expérience utilisateur. Donc ce kit de développement permet en fait pour n'importe quel développeur ou n'importe quelle entreprise qui est dans le secteur de la dématérialisation, de la digitalisation, de pouvoir développer en fait des e-services. Aujourd'hui, ce kit est adressé à un public averti, donc je dirais des développeurs. On est en train de travailler justement avec le GIZ sur un projet qui va améliorer ce kit de développement et qui va permettre en fait d'avoir une expérience utilisateur qui permettra à peut-être tout le monde de pouvoir développer des services de base. Alors, vous nous dites là justement qu'aujourd'hui, il y a des développeurs dans la salle qui peuvent avoir accès à ce kit et développer des e-services tout seuls. Oui, ils peuvent travailler en fait pour un ministère pour développer des e-services. Le modèle qui est mis en place, c'est que par exemple un ministère a besoin de développer ces e-services. Ils travaillent déjà avec un prestataire par exemple qui a fait un de leur site internet.
ce prestataire va se rapprocher de l'ACI, nous on va le former en fait sur ce kit de développement et du coup il sera autonome sur la dématérialisation des services publics du ministère pour qui il travaille. En fait, il doit être d'abord identifié par l'administration publique pour travailler avec le kit. Oui, c'est forcément l'administration qui identifie les prestataires avec qui il travaille. D'accord. Alors, parlons justement de ces développeurs, du secteur privé et des compétences. Est-ce que vous estimez que le secteur privé dispose des compétences qu'il faut pour accompagner les ambitions du gouvernement dans la transformation digitale du pays? Alors, ma réponse va être nuancée, je dirais oui et non. Quand on prend par exemple le kit de développement des e-services, quand on prend un développeur, je dirais de base, qui a des compétences minimales, il peut utiliser ce kit de développement et dématérialiser des services publics. Mais ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de dématérialiser le service. Il y a toute la partie métier qui est derrière également, qui doit être dématérialisée. Donc il faut penser mise en place en fait de systèmes d'information au niveau des ministères. Donc la compétence, elle existe aujourd'hui. Il faudra renforcer cette compétence-là forcément pour pouvoir avoir de nouvelles technologies, pour pouvoir avoir de nouvelles propositions de technologies au niveau de ces systèmes d'information. FEDAPEI, dites-nous, on parle justement de compétences. Assine a clairement dit oui et non. Je me penche surtout sur le non. Estimez-vous que vous avez les compétences qu'il faut pour accompagner, en dehors de la FinTech, d'autres projets? On parle d'intelligence artificielle. Récemment, le gouvernement a parlé de stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Est-ce que FEDAPEI se prépare déjà vers ces différents changements? Pour ce qui est des compétences, moi je dois dire que c'est un grand oui en fait. Nous avons les compétences. Le secteur privé a les compétences pour accompagner le secteur public dans la dématérialisation. Parce que je me rappelle, en mars 2020, lors de la pandémie du Covid-19, il y avait la plateforme du ministère de la Santé publique qui était mise en ligne et il fallait payer les tests Covid. Et c'était grâce à la solution de FEDAPEI qui était mise en place sur cette plateforme-là qui a permis aux usagers de payer leurs tests Covid en ligne et rapidement. Si FEDAPEI n'était pas présente, je ne pense pas que le gouvernement à lui tout seul aurait pu mettre en place rapidement une telle solution pour accompagner les usagers. Et c'est à cause de ça justement que nous pensons que ça a réduit considérablement l'avancée de Covid-19 dans notre pays au Bénin. Donc, nous avons les compétences et notre cœur de métier, c'est les solutions financières. Maintenant, s'il faudra aller vers l'intelligence artificielle, nous sommes aussi compétents puisque c'est le web, on est dans la digitalisation, on est dans le web 3 et forcément nous sommes capables de nous adapter. Très bien, vous êtes capable de vous adapter. Lassine parlait de renforcer les compétences que vous avez. Est-ce que justement vous estimez qu'il y a un travail à faire en termes d'appui pour FEDAPEI ou pour le secteur privé pour renforcer les compétences que vous avez déjà? En fait, c'est toute la différence entre le système francophone et le système anglophone. Le système francophone, notre principal défi, c'est le financement. Aujourd'hui, nous avons du mal à être financés et à vite réaliser les solutions qui répondent aux besoins des usagers. Contrairement au système anglophone où déjà le seul fait d'avoir l'idée fait que le financement vient rapidement. Mais nous n'avons pas ça. Et en plus de ça, le fait d'être dans le secteur financier, nous sommes régis également par plusieurs réglementations de la BCEAO. Donc cela nous contraint aussi à ne pas vite développer certaines solutions financières, solutions innovantes, dans le domaine financier. Très bien. Nous allons aborder un autre point relatif à l'avenir. Plusieurs projets ont été mis en œuvre. L'avenir, c'est quoi pour la digitalisation de l'administration publique au Bénin aujourd'hui? Alors, l'avenir, je dirais, c'est améliorer ce qu'on a déjà mis en place, qu'on améliore tous les jours. Donc, c'est vraiment améliorer ces sortes de bases-là. Au niveau du portail, améliorer l'expérience utilisateur
des citoyens, améliorer l'expérience utilisateur au niveau des agents de l'administration. Ensuite, je dirais, il y a de l'accompagnement qu'il faut faire. On a aujourd'hui des points numériques communautaires qui permettent aux citoyens qui ne s'y connaissent pas de pouvoir utiliser ces services publics-là. Donc, c'est mettre l'accent effectivement sur l'accompagnement, donc mettre en place ces services de qualité. Ensuite, accompagner et faire de la formation. Après, intégrer de nouvelles technologies, par exemple l'intelligence artificielle dont vous avez parlé, pour pouvoir fournir du service de meilleure qualité aux citoyens. Bien. Formation. Vous avez parlé de formation, un thème qui revient généralement très souvent dans tout ce qui a rapport à la transformation digitale. Et cette question, justement, j'aimerais la poser à M. Olivier et à vous. Quelles sont les compétences aujourd'hui qui existent au sein des administrations publiques centrales et locales pour accompagner ce processus de digitalisation? Je vous laisse la parole d'abord. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de formation ICDL qui a pour ambition en fait de former tous les agents de l'administration. On est parti sur un pool de 1500 agents de l'administration aujourd'hui. Donc les former aux compétences de base du digital. Donc en fait que tous les agents de l'administration puissent accompagner cette digitalisation-là. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les citoyens des fois sont habitués en fait aux outils digitaux, mais derrière en back-office, on a encore quelques difficultés avec les agents. Donc il y a ce projet qui a pour ambition de former vraiment l'exhaustivité des agents de l'administration à des compétences de base digitale. Et peut-être les compétences techniques aussi, compétences techniques, compétences méthodologiques pour le développement de ces e-services. Ces compétences existent-elles? Alors, ces compétences existent, mais ça ne manque pas qu'on fasse de la formation au niveau de la CIN, pardon. Par exemple, pour la prise en main du kit de développement, il y a des formations qui sont périodiques et qui permettent en fait de former des agents de l'administration. Aujourd'hui, il y a certains ministères qui développent en toute autonomie avec leurs compétences en interne au niveau des DSI, des e-services. Monsieur Olivier, vous parliez justement de l'inexistence des compétences IT au sein de l'administration publique, des collectivités locales. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Comment envisagez-vous justement renforcer les compétences existantes ou en recruter aussi? L'approche définie, moi je pense qu'il y aura deux approches. La première, c'est de recruter du personnel IT pour les différentes communes. La deuxième, c'est d'externaliser certaines tâches pour pouvoir s'occuper de l'essentiel, du back-office, pour permettre aux citoyens d'être heureux grâce à la transformation digitale. Alors, vous avez parlé d'externalisation et c'est, je pense, un sujet qui est très intéressant et qui touche directement FEDAPEI et les questions de co-création avec les différentes administrations publiques. Aujourd'hui, est-ce que le principe même de la co-création a été déjà testé au sein de l'administration? Oui, bien sûr. C'est exactement l'idée derrière le kit de développement des e-services. C'est pouvoir permettre en fait aux entreprises privées de pouvoir développer pour l'administration des e-services sur la base du modèle qui a été défini par le gouvernement. Donc, je reprends l'exemple du portail national des services. Dans le projet de mise en place du portail, nous avons 50 e-services qui ont été dématérialisés. En termes de ratio, il y a 5 e-services qui ont été dématérialisés par les Estoniens et 45 qui ont été dématérialisés par notre prestataire local. Donc, c'est pour dire qu'on est vraiment dans cette démarche de co-création avec le secteur privé. Aujourd'hui, le kit il est disponible et on est dans une phase de vulgarisation pour que les entreprises privées prennent la main sur ce kit-là et développent vraiment des services pour l'administration. Est-ce qu'il y a une masse critique d'entreprises ou de start-up qui peuvent accompagner? Parce que généralement, je ne vous coupe pas, généralement on entend les mêmes start-up
une start-up qui se trouve à Parakou, est-ce qu'elle peut réellement vous accompagner aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des demandes qui viennent des ministères. J'ai cité tout à l'heure quasiment 1000 services aujourd'hui qui sont répertoriés sur le portail national des services. On en a fait une centaine et les 1000, ce n'est même pas l'exhaustivité des services publics. Donc, il y a vraiment un besoin de dématérialisation au niveau de l'administration. Après, chacun des ministères a son processus de passation de marché, de recrutement de son prestataire. Et nous, à la CIE, on est prêt à former en fait, ces prestataires-là pour qu'ils puissent développer avec les outils qui ont été mis en place par le gouvernement. Très bien. FEDAPEI, vous avez un avis sur la question? Oui, si co-création il y a entre le secteur privé et le secteur public, je pense que FEDAPEI est complètement ouvert à la question. Nous sommes prêts à travailler avec le secteur public. L'essentiel, c'est qu'il y ait un cadre bien défini et bien légal et que chaque acteur puisse connaître son rôle et que tout soit bien défini à l'avance. Très bien. Cadre légal, c'est des sujets aussi qui m'intéressent aussi. Quand vous dites cadre légal, vous pensez à quoi? Un cadre réglementaire ou un contrat d'exécution d'un projet identifié? Oui, non seulement cadre réglementaire, mais aussi le contrat également, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes réglementés par la BCAO. Si co-création il y avait avec le secteur public, pourquoi ne pas nous aider à alléger ces réglementations-là pour nous permettre de créer toujours des solutions beaucoup plus innovantes dans le secteur financier au Bénin et pouvoir toujours être beaucoup plus inclusif dans les communautés, collectivités locales. Du coup, il faudrait justement mettre en place peut-être un cadre de co-création dans lequel vous avez la possibilité d'échanger avec le gouvernement sur différents projets. Mais est-ce que, à la place, vous parliez justement de l'identification des e-services, est-ce que le secteur privé peut regarder dans l'écosystème et dire « Ah mais tiens, il y a un service qui devrait être dématérialisé, j'en parle avec la CIN et on voit justement dans un principe de revenu sharing, on développe ce e-service ensemble ». Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Oui, c'est possible que le secteur privé puisse cibler des services qui sont demandés par la population. Aujourd'hui, j'ai expliqué tout à l'heure comment est-ce qu'on sélectionne les services qu'on va dématérialiser. On est en train de mettre en place un observatoire du numérique qui va nous permettre également d'avoir de la remontée d'informations. Donc également, le secteur privé peut utiliser cet observatoire-là pour remonter en fait de l'information sur des services qui sont critiques et qui doivent être dématérialisés pour servir la population. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que le secteur privé ne devrait pas considérer la CIN comme un concurrent, mais plutôt qu'un partenaire avec qui il devrait co-créer des services. Tout à fait, tout à fait. La CIN ne peut pas se positionner comme un concurrent du secteur privé. Aujourd'hui, on a mis en place des bases, on a mis en place des socles. C'est vrai que le secteur privé pourrait se sentir lésé parce que sur les derniers services qui ont été dématérialisés, ça a été dématérialisé en co-création avec un prestataire privé. Mais aujourd'hui, la mise en place de ce kit de développement de services va permettre en fait à tout prestataire de pouvoir développer en fait des services. Donc la CIE se positionne vraiment comme le gouvernement qui met en place un cadre et des socles pour justement faciliter la dématérialisation des services publics par le secteur privé. Est-ce qu'il faudra un cadre réglementaire pour l'utilisation de ce kit? Un cadre réglementaire pour l'utilisation de ce kit? Oui, est-ce que ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser n'importe comment? Comment ça va se passer? Oui, bien sûr. Il y a forcément un cadre d'utilisation du kit de développement. Pour entrer légèrement dans les détails techniques, le prestataire va développer en fait sur une plateforme de pré-production, donc une plateforme de test. Le e-service va faire les différents allers-retours avec le ministère pour s'assurer que le service développé correspond aux besoins. Après, la phase de mise en production du service et de contrôle qualité va toujours être faite par la CIE. Donc, il y a ce cadre qui est mis en place pour ne pas mettre en production
tout et n'importe quoi. Donc il y a forcément un contrôle qualité au niveau de la scie avant la mise en production des services. Très bien. Alors, Monsieur Olivier, Monsieur Adotevi parle de ce kit. Est-ce qu'on peut juste le prendre et envoyer justement au niveau des collectivités locales pour son utilisation? Ou est-ce qu'il y a nécessité de l'adapter aux besoins des collectivités locales? Il y a une nécessité de l'adapter aux besoins des collectivités locales, ce kit. Et de plus, on devait ici créer un cadre de co-création, car nous avons les dispositions de la loi sur le code de l'administration territoriale qui prévoit aussi que les collectivités locales peuvent nourrir des partenariats publics-privés. Donc à ce TP, nous trouvons, il reste seulement les décrets d'application de ces différentes dispositions que les collectivités locales peuvent essayer de voir avec les différents entrepreneurs ou différentes entreprises, ce que nous pouvons faire ensemble et définir cela dans un cadre de co-création. Ça veut dire en fait que les startups qui sont ici peuvent justement à la fin de ce panel se rapprocher de vous et commencer à discuter business, commencer à discuter e-service. Il peut se rapprocher, mais parce que l'administration publique étant d'abord les marchés, c'est ce pourquoi je suggère qu'il y ait la création de ce cadre de co-création dans lequel on va définir l'est-ce que moi j'exprime les besoins des citoyens. Je prends le cas par exemple, nous avons actuellement besoin d'un e-service pour gérer tout ce qui est affaires d'état civil, pour permettre à un citoyen lambda depuis son lit de pouvoir payer telle chose relative à l'état civil. Si un SATOP se lève aujourd'hui, moi je ne peux pas le prendre. Je serai obligé de passer par la procédure des marchés publics. Or, s'il y a un cadre qui réglemente pour me dire à ceci, dès qu'il vient, vous définissez ensemble un modèle économique et nous validons ce modèle économique et après cela, les décideurs, le maire, le secrétaire exécutif valide cela, on me donne le go, moi je mets en place le périmètre des besoins. Le SATOP m'accompagne à réaliser et ensemble nous allons définir le modèle économique qui sera gagnant-gagnant pour la collectivité locale et le SATOP. Très bien, donc on espère vivement que ce cadre réglementaire soit mis en place. Alors, FEDAPEI, dites-nous, que pensez-vous justement de la proposition faite par M. Olivier sur la question de la co-création? Comme je l'ai dit tout à l'heure, co-création, nous sommes forcément ouverts, mais ce que nous allons mettre sur la table, c'est notre expertise en matière de solutions de paiement en ligne, qui est l'agrégateur de paiement en ligne, pour pouvoir permettre, parce que nous intégrons à la fois le mobile money et les cartes bancaires. Et aujourd'hui, nous avons lancé aussi un produit qui utilise le protocole SSD, qui permet justement de faire des transactions sans être connecté à Internet. Donc je pense que c'est aussi intéressant aussi de voir, d'aller dans ce sens-là, et ça permettra d'être beaucoup plus inclusif au niveau des collectivités locales également. Très bien. Alors, ma dernière question pour ce panel ou l'avant-dernière, va à l'endroit de la CIN. Nous avons parlé des différents projets qui ont été mis en œuvre, nous avons parlé des projets futurs, nous avons parlé de compétences. Comment ASIN aujourd'hui envisage d'accompagner les collectivités locales dans leur transformation digitale? Alors, comment la CIN envisage d'accompagner les collectivités locales dans leur digitalisation? Alors, on va partir du central. Les blocs qui ont été mis en place au niveau central vont être utilisés pour accélérer la digitalisation des collectivités. Aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle e-commune, qui met le focus en fait sur la digitalisation de certains services qui sont transverses aux différentes collectivités. Donc ça va être un portail qui va être mis en place et des e-services qui vont être développés, toujours en fait sur le même modèle des e-services qui ont été développés sur le portail national des services. Donc ce même kit de développement dont je parle depuis le début va être utilisé
par un prestataire justement qui va mettre en place cette plateforme-là. Donc, je pense que le rôle de la CIN, c'est vraiment consolider les socles qui ont été mis en place pour faciliter et accélérer en fait la digitalisation au niveau central et au niveau des collectivités. Au niveau central, au niveau des collectivités, moi j'ai quand même un cri de cœur. Aujourd'hui, j'ai du mal généralement à avoir accès à mon attestation de résidence parce que voilà, souvent c'est un peu compliqué. On espère justement qu'avec e-commune, on pourra avoir l'attestation de résidence en ligne. Je n'aurai plus besoin de me déplacer pour aller obtenir mon attestation de résidence. Alors, je souhaiterais poser la dernière question à FEDAPEI. Quelles sont les perspectives de FEDAPEI? Qu'envisagez-vous justement pour les prochaines années? Nous, ou peut-être d'autres, souhaiteraient justement que vous envisagez d'autres secteurs, que vous accompagnez au-delà de la FinTech, tout ce qui a rapport à l'intelligence artificielle, à la blockchain ou d'autres. Quel est le futur de FEDAPEI aujourd'hui? En parlant de futur, moi je pense en termes de défis. De défis parce que nous sommes justement dans l'ère du Web 3. Donc ce sera vraiment intéressant d'aborder ce sens-là d'intelligence artificielle et de l'intégrer surtout dans le domaine de la FinTech. Mais au-delà de la FinTech, est-ce qu'il y a d'autres domaines qu'on peut explorer en tant que FEDAPEI? Oui. On n'est pas complètement fermé aux perspectives. Maintenant, sur les enjeux du futur, notre principale vision, notre principal objectif, c'est toujours d'apporter des solutions pratiques aux usagers et qui collent vraiment à la réalité du terrain. Merci. Apporter des solutions aux usagers et qui répondent à la réalité du terrain. C'est sur vos mots justement que nous allons clore ce panel et ouvrir justement les questions-réponses au public. Alors, s'il y a des questions, nous allons entamer par la rangée à mon extrême gauche. Des questions? Merci. Merci aux modérateurs et aux panélistes pour la qualité des interventions. J'ai une première question, je pense que je voulais adresser directement au DSI de la mairie de Cotonou et une seconde peut-être au DSI et à M. Yanos. La première question, vous avez dit que l'état de transformation digitale au niveau de la collectivité locale, et notamment de la mairie de Cotonou, est obsolète et que certaines collectivités locales n'ont même pas de services informatiques à proprement parler. Vous avez aussi abordé la question, par exemple, de la dématérialisation du permis de construire, qui est effective actuellement. J'aimerais vous demander est-ce qu'il y a une feuille de route de dématérialisation des services au niveau, par exemple, de la mairie de Cotonou? J'aimerais parler, par exemple, du titre foncier et d'autres services assez usuels dont les usagers, en fait, pour lesquels les usagers vivent souvent assez de tracas d'aller-retour. Est-ce que dans votre feuille de route, c'est prévu de dématérialiser d'autres services? Si oui, comment comptez-vous y parvenir et quelle sera la place du secteur privé dans cette dématérialisation? Et elle rebondit sur la seconde question que je voulais adresser à vous deux, à M. Yanos et à vous, c'est de savoir, est-ce qu'il y a aujourd'hui un cadre entre l'ACI et la mairie de Cotonou, mais plus globalement les collectivités locales, pour aller sur des services qui répondent aux besoins pertinents des usagers? J'ai pris l'exemple du titre foncier à juste titre, parce que par exemple, c'est un des services sur lesquels, par exemple, les utilisateurs sont souvent grugés par les différents services, par l'ensemble de procédures où il faut donner de l'argent ici à gauche, à droite, et on sait souvent que quand on va vers un processus de dématérialisation, en fait, ça permet de casser les faux frais, de permettre aux usagers de pouvoir avoir directement accès aux services concernés. Donc, ce sont les deux questions que je voulais poser rapidement. Et s'il m'est permis d'aller un peu plus loin, 30 secondes, une troisième question. Que faut-il faire? Parce qu'aujourd'hui, en fait, je conçois mal, je ne savais même pas que certaines mairies n'avaient pas de services. Bon, je peux comprendre que des mairies assez isolées n'en aient pas, mais Abomey-Calavi, Porte-Novo, Boycon, Parakou, en fait, pour moi, c'est des villes dont le statut n'est pas quand même négligeable et qui n'ont pas de services informatique ou de DSI, par exemple, pour moi. En fait, quelle doit être la prochaine étape? Quelle doit être, par exemple, même
le processus de création de ces services, la place qu'on accorde dès le départ au secteur privé pour accompagner justement la matérialisation de ces services-là. Je m'arrête là, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour parler, je vais vous le dire de façon simple, que pour moi, les défis prochains, c'est ceci. C'est d'abord élaborer le schéma directeur. Parce que dès que nous sommes arrivés, nous avons fait cet état des lieux. Nous nous sommes dit, il ne faut pas que nous soyons des sapeurs-pompiers. Ou dès qu'il y a un problème, tu sautes là-dessus. Il faut que nous urbanisons tout ce qui est là. D'où notre première approche, c'est d'élaborer les prochains jours un schéma directeur pour la ville de Cotonou. Le schéma directeur à Cotonou que j'ai retrouvé là date de 2005. Donc, on va essayer, juste après l'élaboration de ce schéma directeur, nous aurons un portefeuille projet qui va nous permettre de voir comment une liste de projets, de perspectives que nous allons maintenant ouvrir ces portefeuilles projets au niveau des entreprises start-up pour qu'ils puissent nous accompagner. Donc c'est moi, mon approche que je pense adopter et je pense que l'administration, mon hiérarchie vont m'accompagner là-dessus pour qu'on puisse aller loin dans la digitalisation au niveau de la commune de Cotonou ainsi que dans les autres communes parce que nous sommes... Et je profite pour remercier l'État qui a pensé aujourd'hui à introduire le numérique au niveau de la collectivité locale. Avant, c'était le parent pauvre. Mais depuis le 1er juillet qu'on nous a tiré au sol, nous a envoyé dans ces différentes communes, je pense que d'ici 2 mois, 3 mois, vous allez voir qu'au moins dans les collectivités locales, des sites web, des webmails, ce qui n'existait pas jusqu'à un passé, à partir de 5 octobre, beaucoup de mairies n'avaient même pas un mail professionnel à la mairie. Donc, d'ici quelques mois, il y aura un changement au niveau des collectivités locales parce que chacun de nous qui sommes à la tête de ces différentes structures va, comme là nous a recommandé Madame la ministre du numérique, chaque jour que Dieu fait, quel apport pour créer de la valeur dans nos différents services doit être notre leitmotiv. Donc nous, chaque jour que je viens au bureau, je me lève sur quoi je vais créer une valeur pour la commune de Cotonou. Donc c'est ce que je pouvais dire concernant la commune de Cotonou et ainsi pour les autres communes. Ok, pour compléter, M. Tobossi, sur la question, par exemple, du titre foncier, on sait très bien en fait que le titre foncier, c'est un document qui est très demandé aujourd'hui au Bénin, et c'est un service qui est listé dans notre backlog de e-services à dématérialiser. Mais ce qu'il faut voir aussi derrière le titre foncier, c'est qu'il y a une complexité qui n'est pas liée qu'au e-service. Il y a une complexité de sécurisation des documents qui vont être délivrés peut-être par de la blockchain ou par de la PKI, etc. Donc il y a des discussions qui sont en cours pour pouvoir fournir vraiment un service de qualité et surtout un service sécurisé sur des questions aussi piquantes que le titre foncier au Bénin. Très bien, merci. Autre question dans la même rangée? Je félicite les différents intervenants. Je voudrais demander à Sine quelle est sa stratégie de partenariat public-privé. En l'écoutant, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de services et moi je me posais des questions. Qu'aujourd'hui qu'on a la Sine qui a une grande capacité, et quelle est sa stratégie d'associer les privés, catégorie par catégorie, pour que le succès que nous avons en matière du numérique, les champions nationaux puissent naître. On ne peut pas être dans un secteur et qu'en retour, on investit des centaines de milliards et que nous ne sortons pas nos champions autour de ça. Et je voudrais féliciter la FinTech qui a déjà osé en son temps de Covid et que malheureusement en cours de route, on a constaté qu'il y a eu d'autres services publics qui les ont surpassés, ce qui ne devait plus y avoir lieu.
Donc, quelle est la stratégie d'Assine aujourd'hui pour inviter les privés? Et deuxièmement, autour de ces éléments, je vois qu'il y a un déficit de communication. Il y a une petite communication qui se manifeste souvent, qui n'est pas une communication à la hauteur. Moi, je suis responsable d'un groupe de communication, une radio et une télévision dans la capitale du Bénin. Donc, je vous laisse imaginer la capitale du Bénin, Porto Novo. Et quand je vois des efforts énormes qui sont fournis, et je me pose des questions pour dire, et comme je vous ai vu à ce rendez-vous du PPP, je dis, quelle est la démarche? Et j'ai suivi tout à l'heure le responsable de la mairie qui fait ressortir le déficit. Et aussi, au niveau des mairies, quelle communication les gens mènent au niveau des mairies pour inviter les initiatives locales à arriver. Donc, c'est cet élément que j'ai voulu qu'on essaie de voir là-dessus, et en saluant l'initiative de la semaine, qui doit être un rendez-vous. Malheureusement, je n'ai pas vu la commune de Cotonou avoir son stand ici, pour nous montrer, parce que c'est un rendez-vous de stand. Et Assine non plus, avec toutes ces solutions, on n'a pas de stand. Donc, c'est des rendez-vous pour qu'on puisse manifester toutes ces solutions, et pour nous, c'est important. Je vous remercie. Monsieur Kouferi Diraman, on m'appelle. Merci pour votre intervention et votre question. Alors, sur la première question, en termes de stratégie pour co-créer les différents services avec le secteur privé, la stratégie, elle est vraiment de mettre en place ces différents socles dont je parle et former le secteur privé à utiliser ces socles-là pour pouvoir développer des solutions pour l'administration. Aujourd'hui, en tant que prestataire, si vous êtes sollicité par un ministère ou une structure d'État pour mettre en place un système d'information ou des services qui nécessitent justement l'utilisation de ces socles-là, vous venez à la CIN et vous serez automatiquement formé. Vous aurez directement accès à ces différents outils-là qui vous permettront de rendre un travail de qualité et des services de qualité au ministère ou à la structure pour laquelle vous travaillez. Donc, c'est vraiment ça la stratégie. Laisser la porte ouverte en fait à toutes les entreprises privées qui ont besoin en fait de travailler en fait avec les ministères ou les structures privées, les structures publiques, pardon, les former, leur mettre à disposition les différents socles pour qu'ils puissent, sur cette base-là, produire des services publics. Oui, merci beaucoup à l'intervenant. Et je pense lui dire que, pour juste un rappel, pour dire que le responsable des systèmes d'information dans les mairies a 4 domaines d'intervention, à savoir le numérique, la communication, l'archivage et la documentation. Donc, au niveau de la communication, nous occupons aussi de la communication institutionnelle de la mairie et de la communication du développement. Au niveau de la communication du développement, nous allons plus comment nous allons communiquer vers la population, amener, partager toutes les initiatives comme vous avez souhaité vers la population. Donc, je pense que nous allons prendre ça dans nos prochaines feuilles de route et voir comment nous allons assez augmenter cette communication de développement dans nos différentes actions à l'endroit des citoyens. Et je vous dis que les prochaines semaines du numérique, la mairie de Cotonou sera là avec son stand. On vous prendra au mot. Très bien, prochaine question. Merci beaucoup. J'avoue que je ne m'attendais pas à une telle qualité au niveau des échanges. Je remercie tous les panélistes. Alors, ma question, elle est un peu plus précise. Ça concerne M. Yanos. Tout à l'heure, il a parlé du développement des e-communes, donc un nouveau service qui sera autour des services transverses qu'on a entre les communes. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus d'informations sur ce projet? Et je dis en même temps, moi, ça m'intéresse parce que nous avons travaillé pendant 3 années avec l'Agence française de développement
pour instaurer différents types de services au sein des communautés locales. On a travaillé avec principalement 12 communes du Bénin. Mais force est de reconnaître que nous n'avons pas pu avancer à cause des cadres légaux qui existaient. Donc, avec l'avènement de l'ANIP, on n'avait plus accès aux fichiers d'état civil des mairies pour pouvoir travailler directement sur la population. On avait également des problèmes liés au chapeau. Vous voyez un peu, il y a toujours une administration un peu lourde derrière. Mais nous nous sommes quand même lancés, on a pu déployer 4 applications au sein des communes. Mais après, c'était devenu vraiment compliqué de pouvoir les vulgariser à plus grande échelle. Donc, dans quel cadre aujourd'hui nous pouvons accéder à ces e-communes et pouvoir nous greffer à peut-être cela pour pouvoir atteindre nos objectifs. Okay. Alors, j'ai une autre question. Elle n'est pas vraiment adressée à quelqu'un en particulier, mais peut-être à M. Tobo aussi, principalement pour savoir qu'est-ce qui est prévu, que ce soit au niveau de la CIN ou des mairies, pour résoudre les problèmes de connectivité à Internet qu'on rencontre très rapidement lorsqu'on sort de nos agglomérations, de nos métropoles. Voilà, merci. Ok. Merci pour votre question. Concernant le projet e-commune, alors je n'ai pas beaucoup plus de détails sur ce projet-là tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'un portail de services qui va mettre à la disposition des citoyens des communes des services qui sont des services transverses, c'est-à-dire des services qu'on retrouve un peu dans les différentes communes. Maintenant, sur le modèle du portail national des services, si vous avez travaillé par exemple sur des solutions qui sont adressées à des communes, il y a toujours cette possibilité de redirection sur des services existants. Alors, je ne sais pas dans le cadre du projet e-commune ce qui a été défini et ce qui a été arrêté pour les solutions existantes, mais je suis sûr qu'il y a toujours cette option-là de pouvoir mettre à la disposition des citoyens des solutions qui avaient été développées ou des solutions existantes pour leur faciliter la vie. Donc, je pourrais peut-être me rapprocher de vous pour pouvoir vous donner plus de détails sur cette question-là. Alors, la question sur la connectivité, comment est-ce qu'on s'assure de ramener la connexion Internet un peu partout dans le pays? Alors, il y a le pôle infrastructure qui s'occupe justement du maillage en termes de fibre optique de toute l'administration, donc de tous les points de l'administration dans le pays. Aujourd'hui, on a les points numériques communautaires également qui permettent d'accéder à Internet pour couvrir ces zones blanches où on n'a pas forcément une bonne qualité, une bonne connexion Internet. Très bien. Monsieur Tobo, aussi, vous avez une approche de réponse par rapport à la question de la connectivité? Concernant la connectivité, c'est la CIN qui devait nous accompagner parce que je pense qu'il y a un projet de connectivité de toutes les communes en cours dont on est en train de cuisiner avec toujours l'ANSIN dont je fais partie de la task force. Je pense qu'il y a ce projet en cours qui va permettre de faire la desserte dans les différentes communes les jours prochains. Il s'agit de quel projet? PNC, le projet de Thierry. Le PRSCG. Le PRSCG, oui. C'est le projet justement dont je parlais qui permet de mailler vraiment tout le territoire avec les différentes structures. Très bien. D'accord. Prochaine question. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers panélistes. Alors, ma question va à l'endroit de M. Yanos et aussi à l'endroit du DSI de la mairie de Cotonou. Alors, je vais abonder dans le même sens que mon voisin, à ma droite. C'est vrai que M. Yanos, vous venez en fait de déclarer que vous n'avez pas une excellente connaissance dans le projet e-commune. Mais c'est le principal point de ma question. On sait que bon nombre de mairies au Bénin ont bénéficié en fait des accompagnements de plusieurs civic tech. Et je veux citer à titre exemplatif la mairie d'Avrancourt, qui a été la plus studieuse dans cet accompagnement. Alors, cela étant,
Ma question est de savoir la place que vous accordiez alors au Civic Tech dans cette démarche de transformation digitale des communes, beaucoup plus dans l'initiative de l'e-commune, comme vous venez de souligner. Ensuite, avec l'électronisme de la population, quelles sont vos stratégies? Puisque si la population n'a pas en fait accès à Internet, comme Harold vient de le souligner, si elle est analphabète sur le plan digital, comment peut-elle en fait utiliser ces différents outils-là que vous comptez en fait déployer sur le territoire béninois? Merci. Ok, je vais répondre plus à votre deuxième question parce que la première question, je ne l'ai pas très bien comprise. Vous pourrez peut-être la reposer. Donc, la deuxième question, comment est-ce qu'on accompagne justement cette partie de la population qui est victime de la fracture numérique? Donc, des gens qui n'ont pas accès forcément à Internet, qui n'ont pas de device ou qui ne savent tout simplement pas comment opérer en fait des services publics en ligne. Alors, il y a les points numériques communautaires aujourd'hui qui sont mis en place pour justement accueillir cette population-là, pour les aider sur place à consommer certains services publics ou pour les orienter vers les différents services compétents. Il y a des réflexions également qui sont en cours pour l'année prochaine pour justement mettre en place une stratégie peut-être de labellisation de structures privées, parce qu'il y a des structures privées aujourd'hui qui existent et qui font ce type d'accompagnement-là. Donc, labelliser ces structures privées-là pour leur donner des solutions qui leur permettraient de mieux accompagner cette frange de la population. Merci. Alors, je reviens en fait sur la première question. Je disais en fait tantôt, il y a des initiatives Civic Tech, il y a des Civic Tech en fait qui accompagnent les mairies, plusieurs mairies au Bénin. J'ai cité l'exemple de la mairie d'Avranco, qui, par le soutien des Civic Tech, peut en fait déployer sa stratégie digitale. Et donc, je demandais, dans votre stratégie de e-commune, quelle place vous accordez en fait au Civic Tech? Est-ce qu'il y a une place réservée au Civic Tech dans votre stratégie? La stratégie de déploiement des services au niveau des collectivités locales et des communes, je ne la maîtrise pas du tout. Les Civic Tech, comment est-ce qu'ils sont intégrés en fait à cette stratégie, je ne saurais pas vous le dire aujourd'hui, mais c'est sûr que si ces Civic Tech-là existent et qu'ils ont mis en place des solutions pour accompagner la digitalisation, ce sera forcément pris en compte au niveau de la stratégie de dématérialisation des services au niveau des communes. Merci. Prochaine question. Pour compléter, M. Adotevi, je vais dire concernant les Civic Tech, dès que moi je suis arrivé, je suis en train d'inventorier toutes les initiatives dans ce domaine. Et je suis en train de rencontrer un à un les différents prestataires de ce domaine. Par exemple, la fois passée, j'ai rencontré 229 communes et plateformes citoyennes, parce que ça rentre dans le cadre de ma communication au développement. Donc, j'ai pris une langue de rencontrer chacun d'eux. Tout à l'heure, je vais prendre votre contact et voir quelle est la solution que vous avez développée à la mairie de Cotonou. Et vous rencontrez aussi pour voir dans quel... C'est après cet inventaire que moi, je saurai comment nous allons tous urbaniser pour pouvoir atteindre les différentes cibles. Merci. La prochaine question. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions pour le secteur privé. C'est quand même assez bizarre. On aimerait quand même des questions pour le secteur privé. Comme vous avez fait ressortir, parce que nous parlons du PPP, le secteur privé, tout à l'heure, madame faisait ressortir certaines difficultés. Et je pense que la CIN et le gouvernement doivent créer un cadre pour faciliter le financement du secteur du numérique en général. Parce que la réalité qui existe là, au-delà des idées, c'est d'avoir accès au financement qui accompagne ces innovations-là. Donc, il y a au même moment de créer le cadre qui doit permettre l'accès à temps pour le financement. Et si la CIN, qui est en quelque sorte la structure principale
sur des projets, ne crée pas le cadre de comment financer ces projets pour que les institutions financières tiennent compte de la spécificité du secteur du numérique. Pour faciliter les financements, on serait toujours dans une démarche où les startups naissent et en cours de route, les gens abandonnent. Et c'est par là que la madame disait tout à l'heure, dans le cas des systèmes anglo-saxons, on constate comment les fintech, les startups mobilisent plus de financement que dans les espaces francophones. Or, aujourd'hui, dans toutes les politiques que nous menons, il faudrait qu'on arrive à trouver les formules et quoi encore, c'est de créer des fonds. Je dis souvent, il faut créer un fonds audacieux. Et vous-même, vous avez pu constater, si les Estoniens ont travaillé avec vous, il y a eu une stratégie de leur gouvernement, une intelligence, où le secteur privé estonien et le secteur public, là-bas, ont travaillé ensemble pour venir sur le marché béninois. Alors, quelle est la capacité qu'on crée localement pour que nous ayons accès aux fonds? Et là, on parle du partenariat public-privé, il faut que le secteur privé local puisse accéder à des fonds d'accompagnement. Le local content dans cette affaire-là et tout ça là. Donc, c'est ces éléments que j'estime que... Et certaines dispositions de la loi aussi ont fait ressortir certains fonds à créer, le fonds du dividende numérique, qui permet dans le cadre de la TNT et d'accompagner ces initiatives au niveau de la loi. Vous allez voir, c'est des éléments à réveiller et pour qu'on puisse savoir sur le plan national au Bénin et sur le plan régional, parce que nous sommes dans un cadre commun au niveau de la sous-région, comment susciter les financements pour permettre à ce que ces initiatives et les collectivités locales aussi, de la même manière, créer ce cadre et susciter les débats pour que les gens puissent accéder à des fonds. Parce que s'il n'y a pas ça, on ne peut pas nourrir l'intelligentsia et amener les PME, les start-up et consorts à pouvoir résister, parce que nous sommes dans une guerre communicationnelle mondiale et que nos espaces aussi peuvent être récupérés par les start-up d'ailleurs. Mais si nous ne donnons pas les moyens pour les nôtres, c'est que c'est d'autres dans l'espace viendront ramasser les marchés. Donc chacun doit pouvoir se donner les fonds nécessaires et dans ce même secteur-là, on peut créer des fonds et créer les conditions de transparence et de contrôle pour que des projets qui n'ont pas de sens ne puissent avaler les fonds et qu'en retour, ceux qui ont des initiatives et des capacités puissent émerger et fabriquer nos propres champions. C'est ça l'idéal que je sens qu'on peut amener dans ce sens. C'est pourquoi je voulais dire un mot par rapport au secteur privé dans ce sens. Merci. Je vous remercie. Créer des champions, c'est extrêmement important, surtout dans le secteur du numérique. Alors, est-ce qu'il y a quelques dernières questions que nous pourrions prendre avant de clôturer? Merci beaucoup. Moi, c'est Crespin Boyino. Ma première préoccupation, je voudrais demander, vu les e-services que la population dispose maintenant, nous rencontrons souvent des difficultés. Par exemple, le citoyen lambda a lancé un document en ligne et pendant des jours, pendant un délai donné, il n'a pas pu avoir accès et il est obligé de se déplacer pour aller chercher son document ou bien il va et vraiment c'est tout un processus qui recommence à zéro. Qu'est-ce que la CIN est en train de mettre en œuvre? Quelles sont les stratégies pour pouvoir réguler aux difficultés de ces situations? Ma deuxième préoccupation, la transformation digitale de l'administration publique. Est-ce que cela peut aider à contourner les nouvelles formes ou stratégies de la corruption? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question et votre intervention. Je commence par la deuxième question très rapidement. La digitalisation apporte forcément plus de transparence dans la gestion des choses publiques. Okay. Donc forcément, si on va vers de la digitalisation, c'est justement pour non seulement faciliter le travail, faciliter l'accès aux services pour les citoyens, mais également apporter plus de transparence. La première question fait appel au support
qui est mis en place aux citoyens qui sont confrontés en fait à des difficultés lorsqu'ils consomment certains services. Aujourd'hui, on a mis en place un centre de services qui est accessible par email, par WhatsApp. Le numéro, je vais vous le donner en 30 secondes. Alors, il est accessible au 91 38 00 00. Donc, si vous avez des difficultés avec un service que vous avez consommé en ligne, vous n'avez pas reçu encore votre document ou vous n'avez pas reçu le mail de confirmation comme quoi votre service a été bien transmis aux autorités compétentes, ce centre de service-là est disponible justement pour vous accompagner, vous apporter des réponses et remonter les difficultés aux différents niveaux qui permettent de les débloquer. Donc, on a vraiment mis en place ce centre de service-là pour accompagner et s'assurer en fait que le citoyen est satisfait du service rendu en ligne. Parce qu'aujourd'hui, un service public, vous êtes face à votre ordinateur, il faut quand même cette composante humaine pour pouvoir vous aider et vous accompagner si vous êtes face à une difficulté. Ça a été pris en compte dans le projet. Nous allons prendre encore 2 questions. Oui, bonsoir. Oui. Merci aux panélistes. Et je voudrais d'abord, pour ma première question, aller un peu dans le sens de mon prédécesseur. Il y a 1 ou 2 semaines derrière, la plateforme de l'ANIP, je pense que c'est vous qui avez travaillé dessus. Ah non. Bah. Et pendant plus de 3-4 jours, on n'a pas d'accès au service. Alors ma question que je pose, c'est de savoir, est-ce que finalement, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Parce qu'on a l'impression que lorsqu'il y a un flux important de demandes, par exemple, les bases de données commencent à avoir des problèmes, on ne peut pas avoir accès au service. Bon, ça c'est la question qui vous est adressée. La deuxième est adressée à madame. Alors madame, je voudrais savoir, quels sont vos rapports aujourd'hui avec les fintech présentes au Bénin? En dépit, après, je veux dire, FIDAPI, est-ce qu'il y en a d'autres et quels sont vos rapports? Dernièrement, j'ai vu au Sénégal, par exemple, la plupart des fintechs se sont mis ensemble pour accompagner l'État du Sénégal dans sa transformation digitale. Est-ce qu'au Bénin, par exemple, fintech et FIDAPI, et je n'ai pas envie de parler de concurrents, mais en tout cas les autres fintechs qui sont autour d'elles, quels sont vos rapports et est-ce que vous pensez à faire quelque chose comme les autres fintechs du Sénégal? Merci. Merci beaucoup. En fait, comme vous avez dit, nous ne parlons pas en termes de concurrence aujourd'hui sur le territoire. Sur les services publics qui sont mis en ligne, il n'y a pas que FIDAPI. Nous sommes avec d'autres fintechs aussi qui, je suppose que l'État a estimé qu'ils sont compétents pour être sur les services publics. Donc, là actuellement, nous sommes deux fintechs qui ont permis la dématérialisation des services publics en ligne au Bénin. Donc, c'est comme ça que nous accompagnons le gouvernement dans le processus de dématérialisation. Et est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous avez des difficultés que vous n'exprimez pas auprès du gouvernement? Comme je l'ai dit, redit plusieurs fois, forcément, c'est les réglementations liées à la BCAO qui nous imposent certaines contraintes, par exemple. Et ces réglementations, je ne peux pas toutes les citer ici parce que c'est assez légal, c'est beaucoup plus les directeurs généraux qui peuvent en parler. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut nous aider par rapport à ça? Je pense que oui. Si le gouvernement se met en place et se met en état de co-création avec le secteur privé, forcément, c'est quelque chose sur lequel nous pensons qu'ils peuvent forcément nous aider. Donc, à part ça aussi, il y a aussi le financement, comme je l'ai dit aussi plus tôt, qui nous contraint à ne pas vite développer certaines solutions également. Donc, nous comptons sur nos fonds propres, nous comptons sur les investisseurs privés, nous comptons sur... Aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas beaucoup de levée de fonds, contrairement au système anglophone. Donc, tout ça, en fait, est très difficile, en fait, pour faire évoluer une fintech en Afrique, et surtout au Bénin.
Vous parlez de levée de fonds et je pense qu'il y a un talk show qui en parlera au cours de la semaine. Nous invitons justement toutes les startups présentes et tout acteur intéressé sur les questions de lever le fonds à regarder l'agenda et à y prendre part. Alors, Yanos, dites-nous, Anip, il paraît que ça ne marche pas. Alors, pour répondre à la question de l'intervenant tout à l'heure, est-ce que nous sommes prêts? Alors, ma réponse est oui. Alors, nous sommes prêts, mais nous avons des défis. Nous avons des défis, notamment le défi de la disponibilité des solutions. Je dirais qu'on est à plus de 95% de disponibilité. L'objectif est d'arriver à 100% de disponibilité, de ne pas avoir de down sur les plateformes. Mais justement, il faut mettre en place les différentes solutions. Il faut commencer sans se demander si on est prêt, justement, pour pouvoir relever ces défis-là. Non, ma question, en fait, était de savoir si vous parlez, parce que vous avez soulevé un certain nombre de problèmes qui peuvent s'apparenter à des blocus. Vous avez dit que l'État devrait vous aider. Ces problèmes que vous soulevez, est-ce que c'est FIDAPI seulement qui a ces problèmes ou c'est l'ensemble des fintechs qui rencontrent ces problèmes-là? Est-ce que vous parlez pour savoir, en fait, voici les défis des fintechs au Bénin et que vous devez soumettre, par exemple, acquis de droit? Voilà, en fait, c'était ça ce que je voudrais savoir. J'ai très bien compris votre question. En fait, actuellement, je pense que ce n'est pas seulement un problème lié seulement à FIDAPI, c'est un problème lié à toutes les fintechs du Bénin et en Afrique en général. C'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, pour ce qui est de peut-être créer une coalition entre, parce qu'il n'y a pas que deux fintechs au Bénin, il y en a plusieurs. Peut-être créer une coalition, c'est un apport de solution, créer une coalition de fintech pour pouvoir remonter les difficultés que nous avons en matière de réglementation et de financement. C'est une idée. Merci. Très bien. Une coalition, une association, peut-être pas un syndicat. On verra bien. Nous allons prendre une dernière question. Merci beaucoup. Moi, c'est Tino Sanago. Je viens de Nordis Digital. En réalité, j'ai deux questions. C'est des questions simples. La première des questions, ça va droit au DSI de la mairie. C'est de savoir quels sont les supports mis en place pour les personnes analphabètes qui sont quand même touchées par ces e-services. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté qu'il y a pas mal de petites boutiques de Anip, ces choses-là qui se créent. Mais quelle est la régularisation qui est derrière ça? Est-ce que les mairies ou bien les collectivités locales quand même ont des yeux sur ces activités-là? La seconde question ira droit à M. Trancy, c'est de savoir, c'est vrai aujourd'hui nous sommes en pleine digitalisation et la transformation digitale bat son plein et tout, mais quelle est la place que vous donnez à l'éco-responsabilité? Quand je parle d'éco-responsabilité, est-ce que vous pensez à l'écologie digitale qui est derrière tout ça? Vous avez parlé tout à l'heure de la disponibilité des services qui est un défi. Est-ce que vous avez pensé aux méthodes, à cette technologie éco-responsable qui permettent quand même de réduire les ressources, les requêtes vers les serveurs et tout et tout? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Si vous n'avez pas encore pensé à ça, nous avons la technologie et nous sommes au village du numérique qui est là. On peut en parler. Merci. Si M. Gadier le permet, rapidement, pour permettre à tous ceux qui ont encore des questions, levez la main, s'il vous plaît. Comme ça, vous posez les questions et à la fin, vous pouvez vous rapprocher des panélistes pour les échanges. Merci. Merci beaucoup. Concernant la réduction de la fracture numérique en utilisant nos langues, je pense que c'est une de nos initiatives à la mairie de Cotonou. Je vais me rapprocher de vous si vous avez des solutions à nous accompagner dans ce sens. Parce que, et de plus, ce ne serait pas qu'à la mairie de Cotonou, il y a encore d'autres institutions qui ont besoin de ça pour impacter nos différents citoyens. Donc, je vais me rapprocher de vous tout à l'heure, prendre vos contacts. On va faire les civilités pour voir s'il y aura déjà une co-création pour la ville de Cotonou. Alors, pour le deuxième point sur l'éco-responsabilité au
au niveau du développement, de la mise en place des différentes architectures. C'est quelque chose qui a été pensé, effectivement, qu'on a pris en compte dans la mise en place des différentes architectures qui sont utilisées aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'on va se rapprocher de vous pour voir ce que vous faites et peut-être qu'on sera intéressé à intégrer vos différentes solutions. Donc, merci pour l'intervention. Alors, merci à tous d'avoir justement pris part à ce panel. Donc, s'il y a d'autres questions, les panélistes sont disponibles, je crois, hein, je ne parle pas en votre nom, sont disponibles pour répondre jusqu'à un moment donné. Merci beaucoup et à très vite. Merci à M. Gadier et à tous ces panélistes. Si les photographes officiels sont là, est-ce qu'il y en a dans la salle? Je vais prier le modérateur et les panélistes de se tenir debout pour la photo du panel. Merci infiniment à tous les intervenants, notamment M. Olivier Tobossi, je rappelle, est ingénieur en informatique et responsable des services d'information de la mairie de Cotonou. Merci également à M. Yanos Adotevi, qui est ingénieur en électricité télécom et également chef de projet du portail national des services publics à la CIN. Et enfin, à la dame de ce panel, Mme Christiane Rousseau, qui est directrice en communication à FEDAPI. Merci à vous pour les qualités des échanges. Ce n'est pas évident. Les après-midi, on revient un peu lourd après le déjeuner, mais on a quand même réussi l'exercice. Merci infiniment à vous. Sous vos ovations, s'il vous plaît, veuillez les ramener à leur place. Merci.